Cette semaine, dans le balado, on protège la Terre d'extinction, on cherche à comprendre une disparition mystérieuse et on se reconstruit à petits pas. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Donc, après le Derby, le long marathon la semaine dernière, oui. On revient à un épisode plus normal. Exactement, ouais, plus durée plus standard. On devrait être sous les heures, peut-être même sous le 50 minutes. Donc, 3 films cette semaine. Donc, secrètement, quand même, oui. J'aimerais ça. Là, ça sera plus un secret. Que les épisodes durent à peu près 45 minutes. Mais ça marche pas toujours. Mais je suis content quand on est dans le 52, 53, mettons. Puis des fois, oui. On essaie de se discipliner. Soit c'est parce qu'il y a fois, vraiment beaucoup de films. Fait que là, les films qu'on a beaucoup de choses à dire, je pense quand même que les gens qui nous écoutent, c'est pour ça. Fait que si on fait juste parler 3 minutes de tous les films, on dit rien de bon. Là, on me dit que parmi les quelques auditeurs que je côtoie, qu'ils apprécient bien les différentes anecdotes qu'on sort. Ouais, c'est ça. Ce qui fait aussi que je sais aussi, il y a beaucoup de fois aussi. Je sais que certains les écoutent pas la semaine même parce que nous, on voit tout, on est toujours au cinéma, on est dans le monde du cinéma, mais c'est bien que ceux qui nous écoutent, des fois, ils vont juste voir un film par mois, ce qui est déjà plus que la moyenne des gens, qui doit être d'à peu près une fois par année, même pas, là. Fait que c'est bien cool. Bref. Commençons en gros. Oui, si on veut pas que je bosse juste par d'interminables explications, c'est ça. Je pense que c'est la première fois que j'aborde ce sujet-là. C'est mon grand complexe. Une fois de temps en temps, mais des fois, il y a genre 2 semaines de suite que les épisodes durent 1h07, puis là, je suis comme... c'est long. Mais parce que moi aussi, je consomme beaucoup de podcasts, puis il y a beaucoup de podcasts, là, donc mais pas de compagnie, là, mais de gangs qui en font que j'aime suivre. Mais là, des fois, ils durent 2h10, puis là, la semaine est jeune. Là, je peux pas juste écouter ça. Là, fait que c'est pour ça que des fois, il y en a que... mon beau-frère me parlait d'une affaire. Puis c'est genre 2 épisodes par semaine. Il parle, c'est vraiment drôle. Ça dure 2h30 chaque. Je suis comme, non. J'ai pas le temps. Ça va pas arriver. Faudrait que je droppe genre 3 affaires que j'écoute. Fait que c'est ça que j'essaie qu'on soit un peu plus serré. Donc, allons-y pour pas déborder l'heure. Tour d'horizon d'actualité assez tranquille, somme toute, parce que, évidemment, on est dans le plein milieu de l'été et le San Diego Comic-Con, je pense, commence dans les prochains jours. Fait qu'on devrait avoir des fervents. C'est pas en fin de semaine? Ouais, je pense que donc, oui. Ça commence là aujourd'hui. Ouais, qui est la reine-mère des Comic-Con, c'est ça? Bien sûr, oui. Ouais. Bien que cette année... je me trompe, ou lui de Montréal, il était-tu avant? Oui, c'est toujours début juillet. C'est ça, fait que lui de Montréal est avant. Fait qu'il y a pas... Ouais, j'avoue que c'est pas comme les CinemaCon pis ces affaires-là. Il n'y a pas d'affaires qui découlent l'un de l'autre ou c'est juste qu'à Montréal, il n'y a pas de nouvelles puis chacun... Effectivement. Son monde. Là, ou que les nouvelles, c'est pas mal celui de San Diego, puis je pense que celui de Brésil aussi qui est en début d'année là, qu'on lance des nouvelles, donc on verra bien. Mais j'ai vu que cette année, il n'y a pas beaucoup de studios qui sont présents. Là. Ça va être une année assez tranquille, honnêtement. Y a-tu des vedettes, justement, que tu aurais aimé rencontrer? Je suis pas allé voir, honnêtement. Parce que c'est pas cette année que tu y allais, mais tu avais déjà dit que c'était un de tes... sur ta bucket list d'aller au Comic-Con de San Diego? Oui, quand même, mais honnêtement, le Fan Expo de Toronto, souvent beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus prestigieux. C'est ça, parce que Comic-Con, c'est comme une marque un peu. Oui, c'est ça. Puis Fan Expo, ça en est une autre. Effectivement. Mais c'est la même affaire. Là, même principe, même genre. Des commerces de Funko Pop puis du monde déguisé. Là. C'est ça. Effectivement. Mais je veux pas dénigrer, mais c'est quand même pour être allé une fois, là, quand on faisait la tournée de Faradar, j'étais allé à Montréal et à Québec. Puis c'est ça. Là. Tu vas là pour dépenser plus d'argent puis acheter des affaires. Puis oui, il y a des parades de costumes puis des exposés, mais... c'est une foire, là. Tu dépenses plus d'argent pour t'acheter des cossins, puis j'avais fait signer un livre par Jake Dion. Je connaissais pas. Il y avait, genre, l'année qu'on était là, l'illustrateur des Ninja Turtles. Ah oui, c'est ça vrai. faisait beaucoup la file pour ça, Donc, écoute, ça, je pense que ça va... je sais pas si ça va te faire plaisir. Je suis dû pour un podcast comme tous les gars blancs, là, qui est juste d'opinion, là. Tu sais, mais pas d'opinion tranchée, mais genre, qu'il n'y a pas de sujet libre, on parle de tout et de rien. Et là, on part sur les Comic-Con ou sur cette nouvelle franchise, pas nouvelle franchise, mais un retour à une franchise, je ne sais pas si on peut qualifier de bien-aimé, mais à l'été 2026, attachez-vous parce que Air Bud revient, chien joueur de basketball. Ok, laisse-moi deviner le 7e? Tu peux monter. Ah ouais? C'est-tu le 10e? Tu peux monter. Ah, là, c'est gênant. Le 13e? Tu peux monter. Ah non!
OK, le 16e? Descendant. OK, c'est le 15e. 15e de la franchise Air Bud. Et puis en 30 ans, à peu près, même pas. C'est 97 le premier. Fait que, mais pourquoi ils ne reviennent pas en 2027? ans, En 2027? Ça va faire 29 ans. Ouais. Ben oui, ça aurait pu faire ça. Donc, il y en a juste eu 2 au cinéma. Fait que rassure-toi. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Ouais. Le 2 n'a pas fonctionné. Le reste a été des direct-to-video. Ouais. Donc, dans la franchise, vraiment, Air Bud, donc avec le chien qui joue du basket, qui fait plein de sports. Toby au Québec, là. Ouais, il y en a eu 5, mais il y a eu les Air Bud Puppies. Oui, c'est ça. Là, c'était des chiots. C'était ses enfants à Air Bud. Fait que lui, il en a eu 14 films. Une bonne portée. Fait que voilà. Et ce qui est drôle, c'est quand même, c'est le producteur original qui revient, qui va scénariser et réaliser le prochain film. Ça va-tu être une forme de remake du premier? Ouais, en fait, oui. Puis je pense qu'on va te taper sur la nostalgie parce que la prémisse, c'est un jeune de 12 ans dont le père va décéder, il va trouver la cassette VHS de Air Bud, puis finalement va croiser un chien errant, donc un Golden Retriever, va le nommer Buddy, et je pense qu'il va l'aider. Mais est-ce qu'on retourne au basket? Ben, je pense que oui, je pense qu'il va l'entraîner pour jouer au basket. Le meilleur des sports. Puis essayer de faire un nouveau Air Bud. Fait que bref. Mais je pense que ça a été très apprécié, honnêtement, chez les jeunes enfants, là, parce que si on continue à en faire une tonne, c'est parce que, en quelque part, ils en vendaient de la cassette et du DVD. Et là, est-ce qu'on prépare déjà la suite qui pourrait être à l'été 2028 et tu le mets sur le décathlon parce que ça va être une année d'Olympique d'été. Oui. Fait que là, ou juste Air Bud aux Olympiques. Oui, c'est ça, mais parce que le décathlon, c'est genre 10 disciplines incroyablement impressionnantes. Mais oui, j'avoue qu'il pourrait être genre dans tout. Là. Ben, il est fait tout, finalement. Basket, volleyball, je sais pas s'il fait le cheval. La natation, il peut. Ah oui, c'est ça. Le papillon, je pense pas que les épaules canines permettent de faire ça. La nage en chien, là, 50 mètres chien. Là. Fait que, à suivre donc pour les amateurs de Air Bud. Sinon, oui, ceux qui nous écoutent. Pour la personne. Ouais, on parlait du Comic-Con Air Bud, là, une franchise. Je sais pas s'il y a des cosplays de Golden Retriever. Une nouvelle qui touche par la bande un peu le monde du cinéma, mais quand même, il faut souligner le décès hier, surprenant quand même, inattendu, de Hulk Hogan. Et j'ai noté ça. Bon. J'ai noté parce que j'étais là, c'est un acteur. Ben quand même, il a joué dans des films, il faut le souligner. Est-ce que tu fais un peu de recherche aussi ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu sais quel est son film qui a le plus gros box-office? Ben, c'est Rocky 3, c'est exactement, sûr. Ben oui, c'est ça. Parce que moi, je suis... il a couvert plusieurs générations et plusieurs scandales, mais je suis quand même de la génération de... Pas Suburban Commando? Non, pas tant, mais plus les films familiaux des années 90 qu'il faisait. Ben, c'était ça. C'était un de ceux-là? Ah, peut-être. Il me faudrait le titre en québécois. C'était lui avec Christopher Lloyd, je pense, qui jouait... Mais il y en a un qui est son genre du voisinage, puis c'est peut-être lui, c'est atroce. J'ai écouté ce film-là il y a genre 4 ans, là, par curiosité. Puis, étonnamment, c'est pas lui qui... Moi, c'est plus Monsieur Nounou. Mais, puis c'est vraiment terrible comme film, là. Puis, je me souviens, on écoutait beaucoup Monsieur Nounou, là, avec les blagues des bols de toilette autour de la tête. Puis... Santa with Muscles. Puis moi, j'étais un gros fan de l'époque de tous ceux qui ont à peu près mon âge. Là, j'approche 40 ans. Les 3 ninjas. Puis lui était dans le 3e. Les 3 ninjas à la foire. High Noon at Mega Mountain, qui est en 98. Puis ça, là, qui devait être un direct-to-vidéo aussi. Exactement. Monsieur Nounou a fait 4 millions de dollars en 93. Fait que ça a dû être comme 2 semaines à l'affiche, 1 semaine à l'affiche. Mais les autres, là, Santa with Muscles, là, donc qui jouait un Père Noël là, de Santa Show, je sais pas trop, 198 000 $. Puis le 3 Ninjas, c'était le 3e, dans le fond. Là. Fait que là aussi, je pense que le premier était peut-être allé au cinéma, mais les autres, c'était des directs en vidéo. Puis c'était pas les mêmes acteurs pour refaire le nom des jeunes, puis ces affaires-là. 300 000 $. Là. Fait que c'est ça. Mais t'oublies son grand classique No Holds Barred, son film de lutte. Ah, tu vois, je le connais même pas parce que j'écoutais pas ça, moi, la lutte. Fait que je connais les lutteurs qui ont fait du cinéma, mais pas... C'est venu un peu... il était quand même très populaire en 89. Fait que tu sais, quand même 16 millions box-office. OK. Parce que son autre gros box-office, je pense qu'il jouait lui-même. C'était dans le Gremlin 2. Ah, il y avait peut-être un petit caméo. Ouais, c'est ça. Puis ça a fait 40 millions. Fait que... Non, No Holds Barred, j'ai écouté lui aussi il y a quelques mois. Je suis dans mon grand marathon des films des années 80. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui m'en parlais. C'était très mauvais, effectivement. Ouais, fait que c'est pas reconnu pour être un grand acteur du tout. Puis la preuve, c'est que je pense que c'était au sommet de sa popularité de lutte que là, il y a eu ces rôles-là. Mais il y a eu presque... Mais je pense 2 rôles post-2000, puis c'était des
des séries C, là, des séries Z, en fait. Là. Mais je l'ai effectivement découvert dans Rocky 3, où il jouait Thunder Lips, donc un lutteur qui faisait un match caricatif contre c'est Rocky comme le Balboa, début là. du film. Là, c'est ça. Puis, effectivement, je pense que c'est celui qui est contre Mr. T, dans le fond, là, le film. Puis là, à ce moment-là, la popularité commençait là, à grandir pour Hulk Hogan et surtout la WWF à ce moment-là là, qui commençait à se mettre en branle, mais c'est vraiment à partir de 84 puis WrestleMania 1 là, que ça allait exploser. Mais je pense que c'est un peu ça qui m'a fait intéresser quelques années à la lutte, là, pendant 2-3 ans. Je pense que jusqu'à WrestleMania 3, là, que je me souviens d'avoir loué la cassette une fois que c'était sorti en VHS tout ça. Parce que là, petit aparté, lutte, là, WrestleMania, ça existe encore. Oui. Puis dans le fond, il s'appelle, mettons, comme les Super Bowls, là, oui, genre c'est 40. ça. Là, on est rendu. Ben, c'est 84, fait quoi? 42 aujourd'hui, peut-être. OK. S'il y en a eu à chaque année. Fait que, ouais, puis j'ai eu la chance, moi, de le voir lutter en vrai. Ah ouais? À l'été 86, il était venu à Ottawa pendant l'Expo d'Ottawa, donc l'équivalent d'Expo Québec. Un match extérieur contre Randy Macho Man Savage, quand même. Gros combat. Ouais, c'était une grosse carte. Justement, pour quelqu'un qui n'écoute pas ça, c'est des noms bien connus. Ouais, ça. fait que j'en garde un petit souvenir. J'avais 10 ans, mais je me souviens. Il n'est quand pas, même. justement, Macho Man aussi, il n'est pas décédé il y a quelques années. Ah oui, effectivement, oui, tout à fait, ouais. Fait que, donc, décédé d'un arrêt cardiaque. 71 ans. Terry Bollea de son nom. Oui, et aussi populaire pour sa télésérie, Oui, télé-réalité. Avec sa famille. De ouais. Hogan, c'était ça? Non, c'était Hogan Knows Best, Hogan je pense. Knows Best. Donc, voilà. Puis sa fille qui était devenue... chanteuse un peu. Elle avait... oui, mais très R&B, pop et tout. Mais... Son garçon aussi était problématique. Et tout, fait que, ouais. Donc, un gros morceau quand même de la culture populaire des années 80, là, parce que la Hulkamania, c'était quelque chose pendant quelques années. Et d'où l'expression. Tu sais, quand t'as des poignées de Bessic comme moustache, on dit aussi avoir un Hogan. Oh, ça, je ne connaissais pas. C'est Hulk Hogan iconique pour cette petite moustache-là. Allons-y avec les bandes annonces. Mais là, une bande annonce qui est un peu secrète. On n'a pas le choix de se déplacer au cinéma. Mais elle va être sûrement dévoilée dans les prochains jours. D'après moi, dimanche, ça va être sur les médias sociaux. On va amener les gens à voir Fantastic Four First Steps. Pourquoi? Parce que Disney a dévoilé enfin Avatar Fire and Ash, les premières images. Oui, et je sais que ça va être la grosse stratégie. Probablement qu'on va avoir une autre bande-annonce en septembre. Peut-être avec la ressortie du 2 aussi. Ben oui, parlons un petit peu Avatar pendant quelques instants. Là, qu'on aime ça ou pas, on peut pas nier que c'est de l'événementiel, exactement. Puis on va encore ici tapoter la barre des 2 milliards, c'est sûr. Là. Ça sort le 19 décembre, Fire and Ash, donc le 3e film. Là, on est dans une séquence là, où à partir du 2 de Way of Water, là, c'est à peu près aux 3 ans, je pense qu'on va avoir un Avatar, que James Cameron n'arrête pas de dire je continue, mais c'est mon dernier, après je passe la barre. Puis là, finalement, il dit non, finalement, je veux juste les faire. Puis là, fait qu'on sait plus trop. Là. Mais fait que comme je passe du coq à l'âne, mais comme l'ancien, c'est parce que tu as parlé de la ressortie, en septembre, donc The Way of Water va ressortir sur écran, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour se remettre dans le bain. Et le 19 décembre, Fire and Ash. Fait que la même stratégie qu'on avait pris la dernière fois, ben, c'est des images quand même magnifiques du nouveau film avec une musique très genre glorifiante et inspirante là, pendant genre 2 minutes. Puis pas vraiment d'histoire pour l'instant. Là. C'est juste une mise en bouche. Là. On nous montre du visuel. Donc, on comprend qu'il y a Moi, je pense qu'ils vont... une tribune à vie qui semble être plus hostile aux autres. Exactement. Donc, ce que j'écrirai rapidement, c'est que les humains sont encore là. Je me souviens plus tout comment ça avait fini, mais ils sont pas morts. Là. Fait que là, ils vont encore vouloir se rebattre puis se défendre puis tout. Fait que là, ils vont sûrement... un peu comme les 3 petits cochons. Là. Ils avaient quitté leur peuple, ils étaient allés dans l'eau. Le problème est arrivé avec ceux de l'eau. Fait que là, on dirait qu'ils vont aller voir ceux du feu. Puis effectivement, là, on essaie de dire, ben, ils seront pas toujours tous gentils avec tout le monde. Fait que là, ceux du feu sont très hostiles à l'arrivée des autres, puis qui semblent avoir, mettons, une religion différente, puis des choses comme ça. Fait que une belle métaphore de la société humaine, tout ça. Donc, à suivre, et comme tu l'as dit, je pense que ça va être au moins assurément très spectaculaire. Curieux de voir aussi, on avait quand même reproché au 2e, bien que très beau, d'être un peu trop long, là, parce qu'il y avait une partie qui avait l'air d'un peu National Geographic, de juste voici... Je trouve que c'est un peu le défaut des avatars qui sont
oui, d'une certaine simplicité, c'est l'exercice du blockbuster, là. Ça plaise à tout le monde, puis c'est juste impressionnant, puis c'est une histoire d'aventure un peu qu'on a déjà vue, mais qu'on aime bien revoir, tu sais, se faire raconter à nouveau. Mais il tombe un peu dans le regarder tout ce que je crée, là, genre c'est... Je crée ces bonhommes-là, ces visuels-là, c'est l'imaginaire de l'équipe et de James Cameron, puis on fait ça, puis amener, c'est juste, tu fais juste étaler là, ta création, mais c'est pas tout au service de l'histoire. Là. Ouais, puis un des défauts un peu du 2, quant à moi, c'est qu'il y avait beaucoup de redites quand même au niveau de l'action, là, à un moment donné. C'est parce qu'il arrêtait pas de se faire... Les enfants se faisaient kidnapper, puis ils se sauvaient, puis se refaisaient kidnapper, puis amener, il l'accusait même. Je me faisais encore fait kidnapper, puis c'est comme, ça, t'aurais pu corriger au scénario, là, oui. Effectivement. Donc, on verra bien le temps... je pense qu'il va donner. Et déjà qu'il l'avait, c'était un peu le passage qu'on avait. Je crois que les enfants vont prendre encore plus de place. Ils sont rendus des jeunes adultes et tout. Donc, il n'y en a pas qui mourait dans le 2, justement. Il y en a qui se sacrifiait, là. Un des enfants, justement. Je me rappelle qu'il y en a un qui était blessé. Je pense qu'il était peut-être décédé à la fin. C'est ça. On va le redécouvrir en septembre. Moi, je pense que je vais aller le revoir quand même. Pour me remettre dans le bain. Peut-être. Avant, j'y regardais, mais là, c'est ça, avec un enfant. À cette heure, je suis comme, c'est que je vais ressortir 3 un heures, soir. Ouais, j'ai de la misère à écouter les films à 21h à cette heure. Là. Oula, en tout cas, je fais pas de promesses. Bon, tu auras toujours une semaine pour venir le voir. Tu l'écouteras en 3 parties. Oui, c'est ça. 3 fois 45 minutes. Donc, allons-y avec les sorties. On parlait de Fantastic Four First Steps. Bien, allons-y avec celui-ci en premier, donc de Matt Shankman. Ouais, première réalisation tout court pour Shankman. J'ai oublié de vérifier. Au cinéma, je crois que oui, mais c'est un lui qui est derrière WandaVision, ouais. entre autres, l'une des séries les plus appréciées de l'univers du MCU. Oui, tout à fait. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Pedro Pascal de retour déjà au cinéma. Peut-être même... Matérialiste a pas mal quitté l'affiche, je pense, au Québec, mais peut-être que dans 1 ou 2 cinémas, il est dans 3 films avec ça, Eddington et... aux États-Unis, assurément, ça c'est sûr. Fantastic Four. Mais aussi en vedette Vanessa Kirby, qui est aussi dans Mission Impossible. Hein. Les vedettes sont les vedettes. Joseph Quinn, Ebon Moss-Backrack, moins connu de visage, mais un bon routier, c'est lui qui fait The Thing. Julia Garner et Ralph Ineson, très connu pour sa voix, en fait, très caverneuse. Lui, il s'est fait offrir le rôle, puis je pense que c'était parce qu'on voulait sa voix, tout à fait, pour faire Galactus. C'est ça, finalement, j'avais un blanc. C'est drôle parce qu'on est 2 semaines après la sortie de Superman, puis 3 semaines, et 2 semaines, en tout cas. On reprend un peu le même moule, c'est-à-dire qu'on saute dans l'action et on nous dit, hey, ça fait comme 4 ans que les Fantastic Four sont les Fantastic Four, puis ils sont établis, puis tout le monde les aime, puis etc. T'sais. On verra pas leur fameuse transformation de on va dans l'espace, il nous arrive un accident, puis on revient avec des pouvoirs. T'sais. On nous raconte ça rapidement, mais on va pas le vivre. Fait que c'est pas un film ils appellent Premier Pas, mais justement comment dire en français? Là, d'origine. D'origine, voilà, merci. Ce qui est singulier avec les 4 Fantastiques, c'est qu'ils sont dans un univers parallèle du nôtre, là, dans une autre dimension. On est dans du rétro-futuriste. Fait qu'un New York genre des années 60, mais avec une technologie qui n'existe pas réellement de nos jours. Là, ce qu'aurait pu être la technologie, si on veut, avec des voitures volantes et des choses comme ça. Alors, eux, ils sont super appréciés. C'est Reed Richards, Captain Fantastic, Monsieur Fantastique, qui est extrêmement intelligent. C'est une de ses... je pense qu'il était déjà comme ça, vu que c'était un astronaute, mais qui est un de ses pouvoirs encore plus intelligent. Et c'est lui qui est élastique. Sa conjointe, qui est Sue, Elizabeth... Susan Storm. Storm, ouais, c'est ça. Qui, elle, peut être invisible et aussi faire des genres de champs magnétiques, d'affaires comme ça. Son frère, Johnny Storm, lui, se transforme en feu et vole très vite et contrôle le feu. Puis, The Thing, Ben Grimm. Ben Grimm, merci. Lui qui est devenu une espèce de colosse de pierre extrêmement fort et pratiquement indestructible. Alors, ils vivent ensemble et ils sont comme ils sont donc les héros. Dans leur univers, ils semblent être les seuls super-héros, du moins de ce qu'on comprend dans le film. Et chapeautent un peu l'ensemble de la Terre, bien qu'on va avoir des problèmes qui concernent la Terre, mais qui se passent pas mal tous à New York. Ça tombe bien, parce qu'ils n'ont pas allé trop loin.
ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils vont aller dans l'espace parce que la surfeuse d'argent, le surfeur d'argent, pas trop clair, je pense qu'elle a une fluidité de genre ici, mais bien que jouée par Julia Garner, vient les aviser que Galactus va venir dévorer leur planète. Alors, un peu comme, appréciez le temps qui reste, vous allez mourir. Et ils vont aller essayer de régler ça en allant rencontrer de manière diplomatique Galactus. Puis finalement, vont se retrouver devant une situation, un ultimatum très difficile et vont devoir prendre une décision pour sauver la Terre ou sacrifier l'un d'entre eux. Voilà. Très bien dit, très bien dit. Donc, je pense qu'on est 2 films de super-héros quand même en 2 semaines et un cas où chacun de nous a plus apprécié un que l'autre. Oui, c'est ça. C'est le cas. J'ai aimé, j'aime Fantastic Four, mais j'ai pas capoté. T'as aimé ça plus que moi, mais j'ai pas des réserves. À l'inverse que si on revient à Superman, je pense que tu t'as vraiment... Je pourrais même pas dire que t'as aimé ça. Là. T'as été un peu choqué de tout ça. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. C'est juste que je trouve que le film, puis c'est peut-être pas de sa faute comme tel, c'est peut-être le marketing. On entend beaucoup, genre... qui fait preuve d'audace et tout, mais je trouve qu'au final, il en fait pas du tout, puis que c'est vraiment un film qui est dans le moule des Marvel, des MCU. On nous présente ces bonhommes-là. Faut lui donner, c'est le 4e film des 4 Fantastiques, là, le 3e reboot, puis c'est le meilleur. Ça, c'est certain. C'est les héros comme on les aime, et surtout si, là, t'es peut-être plus spécialiste que moi, mais ils sont les plus fidèles de la BD des années 60 de Stan Lee et Jack Kirby, surtout de ce monde rétro-futuristique, machin, qui doit coûter plus cher à faire, puis c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas choisi ça les dernières fois, là, qui était comme plus dans le monde contemporain. Fait que c'est vraiment appréciable comme film, c'est juste que je le trouve dans le mid-tier, mettons... du MCU. Là. On est rendu à quoi? 37 films. Il doit être dans le top 15, mettons, là, tant qu'à moi. Non, c'est sûr que c'est pas toujours évident de se renouveler. Moi, je trouve que c'est une pizza très bien faite. Tous les ingrédients sont là. Effectivement, certains critiques, je pense, ont peut-être été un peu trop enthousiastes. Peut-être que la barre est basse. On avait vu ça avec Thunderbolt au début de l'été aussi. Puis Thunderbolt, je seconde que c'était un beau renouveau sur un peu, comment dire, la fraîcheur du film, mais ce qui a nuit un peu au film, puis ils devaient le savoir, c'est que c'est des personnages que là, c'est les laissés pour compte. Fait que t'as beau te dire, hey, ils s'appellent les laissés pour compte, t'es comme, ouais, mais ils n'intéressent pas la moindre des gens. Je pense que c'est pour ça que Fantastic Four, je pense, va plus fonctionner. C'est quand même des personnages plus iconiques. C'est le fun qu'on les ramène à ce moment-ci. Ça fait longtemps qu'on les a vus. Pour moi, ça faisait partie de l'acquisition de... quand Disney a acheté Fox, il y avait plusieurs cases à cocher avec ça. Avatar, c'est sûr que c'était le principal, mais je pense qu'on avait compris que tout le catalogue Marvel que Fox possédait, donc les X-Men, les 4 Fantastiques et tout, en faisait visiblement partie aussi. Et je pense que Marvel a des plans à long terme avec eux. On a déjà confirmé évidemment qu'ils seront présents dans les 2 Avengers à venir. Je pense qu'il va y avoir aussi une suite potentiellement dans les prochaines années. Moi, j'ai vraiment aimé esthétiquement le film, effectivement. Là, on nous présente autre chose, ça fait du bien. On a vraiment du nouveau avec ce côté rétro-futuriste un peu à la Jetsons, qui est vraiment bien fait. Les petits robots. Oui, avec Herbie, d'ailleurs. Fait qu'on a beaucoup de petits clins d'œil, justement. Donc, le robot Herbie, qui, lui, venait des dessins animés, en fait, de 78, qui finalement était intégré dans la bande dessinée. Mais à l'origine, c'était vraiment pour le dessin animé. Le dessin animé qu'on voit dans le film, parce que eux, pendant qu'ils existent, ils sont déjà iconiques. Ils sont des emblèmes, des égéries de produits, puis d'affaires comme ça. Puis, tu sais, c'est un peu drôle, Johnny Storm, il est sur un produit d'aftershave qui laisse pas de sensation de brûlure, puis des choses comme ça. Une petite figurine dans une céréale, là, les petits jouets. Il y a ça, mais tu sais... je les ai vus, c'est pas nécessairement dans le film, mais aussi c'était peut-être du promotionnel, là, des posters, puis là tu voyais Sue est comme, c'est pour des gants, puis c'est genre, vous ne passerez pas inaperçu, on remarquera tout de suite les gants, comme ça, c'est comme du faux marketing, c'est le fun. Ouais, c'est ça, fait que c'est peut-être pour ça l'aftershave, c'est pas dans le film, mais c'était sur les produits comme ça. Tu voyais... de Monsieur Fantastique, c'est des complets cravates, puis c'était comme...
parfaitement élastique, c'est juste à tous vos mouvements, là, une affaire comme ça. C'est bon, ça, c'est cool. Je me souviens plus c'est quoi pour Ben, par exemple. J'ai oublié, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de points positifs, effectivement. Tous les clins d'œil qu'on fait. Quand même audacieux d'amener Franklin, qui est l'enfant de Reed Richards et Susan Storm, parce que c'est pas un personnage qui a toujours été aimé dans la bande dessinée. Okay. Est-ce qu'il a toujours été bébé? Non, finalement. Non, il a grandi au fil des années. Il était même membre d'un groupe qui s'appelle Power Pack. Mais effectivement, moi, je pense que c'est la force de ce film-là. On a vraiment une histoire familiale qui fait penser beaucoup aux Incroyables et des Incredibles. Ben là, c'est qui sûr. est inspiré des Fantastic Four. Fait que c'est comme la boucle. Mais on a une histoire avec de réels enjeux émotifs. Et là, ça amène au choix du Silver Surfer qui avait causé évidemment des controverses. C'est supposé être un gars, pourquoi c'est une fille? Ben, effectivement, mais le vrai personnage qui est Shalla-Bal, était la femme du Silver Surfer à l'origine dans les bandes dessinées. OK. Mais dans une version autre, dans un multivers, parce qu'il y en a eu au fil des années, dans une mini-série, c'était elle-même qui était la Silver Surfer. Donc ça existe, mais ça vient justifier avec son petit backstory qu'on lui donne. Ça fait écho beaucoup à Sue Storm et son enfant aussi. Fait que c'est pas au hasard qu'on a choisi ça. Puis je pense que ça vient renforcer un peu l'histoire. Et Julia Garner, elle est très bonne. Puis il y a un petit parallèle avec Johnny Storm puis elle qui deviennent un peu plus proches. Ouais. Fait que et je pense que on a enfin aussi le vrai Galactus, parce qu'on sait que Galactus, c'était dans le deuxième film, mais c'était juste un nuage. Ouais. Fait que ça avait déçu beaucoup les fans. Là, on a le Galactus de la bande dessinée, tant dans le ton que dans le visuel. Oui, c'est ça. Peut-être vous avez vu passer sur les réseaux sociaux le fameux casque là, que certains cinémas ont. C'est très dur à trouver. Puis les quelques cinémas qu'il y en a, pas mal des cinéplex pour la plupart, ils annonçaient qu'il y en a comme 20 par succursale. Coûte genre presque $100. Une chaudière à popcorn. Donc... Ouais, mais c'est comme ils rentrent 2 gros popcorn. Fait que c'est comme 4 fois gros avec les grosses cordes. Ça a l'air d'un cactus finalement, là, un peu. Là. Puis, oui. Donc, fait que Fantastic Four, ce qui est fun aussi, juste dire rapidement, on n'a pas besoin d'avoir vu tout l'univers Marvel. Non, c'est vraiment une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée parfaite qui débute justement une nouvelle phase, la phase 6. Fait que parfait des fois peut-être pour les plus jeunes aussi. Je pense qu'ils vont bien apprécier. Et puis, c'est une des forces. Écoute, je sais que ça a été écrit quand même à 8 mains, là, genre 4 personnes. Puis j'ai vu même pas Matt Shakman. Souvent, le réalisateur se trompe un peu, mais pas dans ce cas-là. Il y a dû avoir quelqu'un là-dedans qui a eu un enfant récemment. Parce que tu as nommé l'arrivée de Franklin. Ah, c'est comme ça qu'il a eu la job. Parce que quand j'ai vu certaines images, puis c'est drôle, on a vu le film hier, puis là j'en parlais avec ma blonde au souper, comme des fois elle me demande qu'est-ce que tu as vu et tout. Puis j'ai dit c'est fou parce que avant d'être père, je voyais ces films-là comme ça, où il y avait des liens familiaux, puis des enfants, puis de la paternité, de la parentalité. Puis je comprenais, mais je le ressentais pas. Comme quand on parle d'empathie envers les autres, c'est comme « Ah ouais, t'as manqué ton bus, t'es arrivé en retard, je comprends, c'est chiant. » Puis des fois, t'es comme « Ouais, tu le dis parce que c'est la politesse, mais tu comprends pas vraiment. » Puis c'était un peu ça. Puis là, il y avait vraiment des choses qui m'émouvaient, puis que j'étais comme « Ah, c'est quasiment insupportable. » Tu sais, cette espèce d'amour naturel-là que tu peux même pas décider, puis que ça vient, puis que, tu sais, des fois, mon enfant, autant m'énerve, mais tu ferais tout pour lui ou elle pareil, là, tu sais, pour ton enfant. Fait que ce côté-là, à cette heure, je le ressens vraiment dans les films qui s'est mis de l'avant, puis je suis comme, OK, ouais, ça, c'est quand même vraiment bien fait là-dedans. Là, oui, c'était très, fait que c'est très dans les crédible, forces. ces petits moments-là de tendresse. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Shankman a eu le rôle, parce que lors de son audition, qui était virtuelle dans le temps de la COVID, donc il y avait son petit bébé à l'écran, et ça charmait Kevin Feige et les bons de Marvel, parce qu'à l'origine, c'était John Watts qui devait réaliser. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais après sa trilogie Spider-Man, c'était lui qui devait tourner Fantastic Four, mais il était vraiment au bout d'épuisement après le dernier Spider-Man, tourné dans la COVID et toutes ces affaires-là, fait qu'il avait besoin de son film avec Pitt puis Clooney, là, que finalement est juste sorti sur plateforme, ça a dû être juste avant aussi. Il a dû finir ses Spider-Man, faire cette affaire-là. En fait, il est allé vers ça après avoir abandonné Fantastic Four. Ouais. Fait qu'il avait justement besoin de faire autre chose dans
qui est peut-être pas un univers de super-héros, parce qu'il a tourné la trilogie finalement, coup sur coup. Il n'y avait pas d'autres films entre. On aurait pu avoir un casting assez différent aussi. J'imagine que... Ouais, Monsieur Fantastique et Susan Storm. Les premiers choix de Marvel étaient Adam Driver et Emma Stone. Ah ouais? Mais ils se sont montrés trop gourmands au niveau salarial. Ouais, en même temps, j'y comprends, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il l'aurait fait pour l'argent. Rendu là, oui, je pense que quand tu... Mais tout le monde, j'entendais... écoute, je pense que c'était des interviews avec le cast de la distribution de Mission Impossible. Mm-hmm. Puis là, il posait, je me souviens plus quelle chaîne YouTube ou quoi que ce soit, là, Vanity Fair ou je sais pas quoi. Puis là, il posait des questions genre, hey, combien il y a de monde du cast de tous les Missions Impossibles, donc des 8 films, qui sont dans le MCU, tu sais. Puis là, il y en a qui disaient comme 2. Puis là, c'était genre 13 la réponse. Là, parce qu'il y avait même du... Tu sais, Ving Rhames a fait un personnage dans genre Gardien de la Galaxie 2 puis tout. Puis je me souviens plus qui a comme dit, parce que j'ai oublié comment il s'appelle, mais le policier noir là, qui est dans Mission Impossible, là, que finalement dans le dernier il joint un peu puis tout, puis lui il était pas dans les affaires. Puis la personne qui parlait avec lui dans ce moment-là a dit comme ça va venir pour toi, inquiète-toi pas, tout le monde se fait appeler. C'est même dans le milieu, bref, c'est rendu un gars que tout le monde est dans l'MCU, que ce soit un caméo, une promesse de personnage. On pense à Charlize Theron, tu vas être la fin, tu vas être la méchante dans le prochain, puis comme il va jamais arriver l'autre affaire, puis comme il s'appelait lui qui faisait le frère de Thanos, là, Harry Styles, en abo, machin. Ça va jamais arriver, ce truc-là. Là. Je sais pas. Moi, je pense qu'on va les revoir, mais ça va être du long terme. Je pense pas qu'ils vont laisser des choses en suspens comme ça. Peut-être, c'est ça. Fait que bref, comme tout le monde se fait appeler, j'ai l'impression que des drivers ont fait comme ouais, je vais le faire. Ces journées-là, je vais jouer aussi intense que j'étais un bon comédien, mais je veux genre 45 millions. Puis on a fait non, ça peut pas être ça. Non, là. c'est ça. Mais honnêtement, le casting de Fantastic Four fonctionne vraiment bien. C'est sûr que finalement, il avait utilisé John Krasinski ailleurs, mais de vraiment mettre Krasinski puis Emily Blunt, de mettre un vrai couple aussi aurait pu être ça aurait pu être intéressant. C'est sûr que ça a dû être griffonné sur un tableau blanc quelque part. Probablement. Mais moi, j'ai vraiment apprécié Pascal et Kirby. Je trouve qu'ils ont une belle relation. J'ai hâte de voir aussi... je pense que l'ai un peu mentionné, mais je suis content qu'on est certain qu'on va les revoir ailleurs, puis de voir comment ils vont évoluer, parce que là, comme ils sont dans, je sais pas comment dire, une seule aventure, puis au cœur de cette aventure-là, ils sont un peu monotones dans leurs émotions, leur façon d'être. Vanessa Kirby étant mère, courage, sacrifice, fait qu'amener qu'elle soit sur autre chose dans une aventure différente, ça va être intéressant parce que c'est des bons comédiens et comédiennes, tout à fait. Donc, quelques autres fun facts avant de terminer, que je trouvais le fun. Javier Bardem devait jouer Galactus à l'origine. OK. Mais il était pris sur le tournage de F1. Il s'était tiré, donc il n'a pas pu se libérer. Alors, on l'a remplacé par une scène. John Malkovich devait faire partie du film. En fait, a tourné ses scènes, mais a été coupé au montage. C'est pour ça que je l'ai vu sur... je pense que c'est sur Letterboxd, puis j'ai fait je ne l'ai pas reconnu. Oui, parce que des fois, on peut voir encore des crédits, là, tout dépendant. Ouais, donc, il devait être au début. Il jouait le méchant Red Ghost, qui mène les singes, là, parce que ça, on a juste gardé une petite séquence de gorilles qui attaquent. C'est ça, c'est quand ils nous présentent au début qu'est-ce qui sont passés depuis les 4 dernières années. Mais ça ralentissait le rythme d'introduction, tout ça, donc ils ont décidé de couper tout simplement le rôle de Malkovich. Mais peut-être qu'on va le revoir dans un deuxième film, mais éventuellement. Lui qui fait la voix de Herbie, c'est Matthew Wood. Puis c'est quand même une drôle d'histoire, parce que Matthew Wood est un ingénieur de son pour Skywalker Sound. Et c'est lui qui fait la voix de General Grievous dans Star Wars. C'est qui General? C'est le robot qui a 4 bras, là, puis qui est à la tête des séparatistes. Tu te rappelles pas? Il travaille pour Dookie à partir du attaque des clones. Dans Revanche des Sith. OK. Il est avec le clone Dooku. Okay. Et puis qu'on a pu voir dans la série animée Clone Wars et tout ça. Puis... il a comme eu le rôle un peu par défaut et tout ça. Puis, fait que finalement, à travers sa vraie job, il fait quelques voix ici et là. OK, puis, de robot. C'est lui qui fait Herbie, finalement, dans Fantastic Four. Alors, voilà. Et évidemment, il y a 2 scènes post-génériques. La première
est la plus importante annonciateur de ce qui s'en vient. Mais la deuxième est un petit clin d'œil plutôt sympathique. Fait que est-ce que... c'est ça, je pense que j'ai divagué. Mais c'est petit... Parce que eux, dans leur univers, il y a déjà un dessin animé sur eux. Est-ce que c'est des images du vrai dessin animé original? Non, c'était eux parce qu'ils ont le look des comédiens. C'est ça. Mais très dans le style, évidemment, animé des années 60, Hanna-Barbera. Oui, exactement. Oui. Petit topo, j'ai mentionné que c'est la troisième refonte des 4 Fantastiques, le 4e film. En 2005, on revisite le box-office. Là, c'était lui qui avait... je me souviens pas qui faisait Monsieur Fantastique. Écoute, c'était un acteur qui était peu connu... Puis là, j'ai tout des blancs. Il y a un nom compliqué en plus. Mais Chris Evans qui faisait la torche. Puis Jessica Alba. Alba, merci, qui faisait Sue. Ouais. En 2005, il avait fait 154 millions aux États-Unis, 333 mondial, ce qui était quand même un gros succès, mais ça nous met à une autre époque des films de super-héros. Là, c'était... en fait, c'était une autre époque, mais c'était même pas une époque. C'était comme... Il y avait un Spider-Man de temps en temps. Il y avait un Batman. C'était la grosse... C'est vrai, c'était plus les X-Men. Puis les Spider-Man, mais ils étaient juste ensemble. Là, tout se mélangeait pas. Fait que c'est comme, nous, on va aussi faire des 4 Fantastiques. Fait que là... Ça avait été décent, mais en même temps, personne n'avait vraiment aimé le film. C'était comme un peu... Ouais, c'est ça. Fait la job. Je pense que c'était très machine à saucisse quand même. Pour ça que tout de suite, 2 ans après, 2007, le Rise of the Silver Surfer, donc la première fois qu'on voyait le surfeur d'argent. Puis là, ça avait fait même moins, donc 130 millions, 300 au total. Puis je pense qu'on s'est dit, on n'en fera pas un 3 puis un 4e, parce que là, ça va juste continuer à descendre. En 2015, Fox dit, on relance, on refait la genèse des super-héros. Miles Teller, Michael B. Jordan, je me souviens plus, machin. Plus. C'était pas lui qui fait Tintin, je pense. C'était, oui, c'est ça. Jamie Bell. Jamie Bell, merci. Puis malheureusement, la fille... Puis c'est Mara Rooney. OK. Ou sa sœur, une des deux. Non, Mara. Oui, c'est ça. Ouais, Mara Rooney, pas Kate. Kate non, c'est Mara. Parce qu'il y a une Kate Mara, il y a une Mara Rooney. En tout cas, désolé. Elle, un énorme flop, 55 millions aux États-Unis. Ça veut dire que j'ai pas regardé, mais ça a dû ouvrir avec 20 millions, genre, en affaire de même. Ah, même pas, je pense. Puis il y avait des pubs partout, là. On misait gros. Je me souviens pas à quelle période c'est sorti. Donc 110 millions, 111 millions worldwide. Puis c'est un des plus grands flops encore depuis la dernière décennie. Là. Ouais, je me rappelle. C'était un tournage assez toxique. D'ailleurs, c'était Josh C'est-tu Whedon? Non, pas Whedon, mais... lui qui avait fait un petit truc de found footage là, de super-héros, en tout cas, bref. Ah oui, lui qui avait fait... OK, oui. Ben, c'était avec Michael B. Jordan, justement, là. Ouais, c'était dedans, je me rappelle pas. Fait que bref, mais je pense qu'il y a toutes sortes de rapports d'inconduite d'affaires. Fait que ça a comme tué sa carrière en plus. Si c'est vrai, il le mérite. Voilà, fait que lui, tu vois, on parle déjà d'un premier week-end qui vise les entre 115 et peut-être jusqu'à 150 millions selon les pronostics. Ce qui battrait tous les films. Déjà hier, son jeudi était plus grand que Superman. Ah ouais, OK. Donc, va sûrement peut-être être dans le 130-140. C'est ça. Puis comme on l'a dit, le plus haut à date américain, c'était le premier qui avait fait 154. Ouais, c'est sûr que c'était un 154 d'il y a 20 ans. Fait que si on le compare à aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un bon 20% d'augmentation. Là, mais bref, c'est un film qui va faire comme on comparait l'an dernier. C'est sûr, c'est le Deadpool et Wolverine qui avait fait 600 quelques millions aux États-Unis. Là, peut-être qu'on va être plus dans du 400, ça serait gros. 300, peut-être. 300, je pense que ce serait honnête. Fait que ce qui offrait quand même un des gros Marvel depuis quelques années. Là, exact. Voilà. Et je me souviens plus de tout le calendrier. Le prochain, c'est Spider-Man, l'été prochain. Le nouveau Brand New Day. Puis après ça, on va voir en décembre le Avengers Doomsday. Ah, c'est ça. OK, ils sortent, ils vont tomber au fight. Okay. Ouais, les deux Avengers, ça va être décembre 26 et décembre 27. Puis décembre 28, il va y avoir un Avatar 4, normalement, c'est ça, je pense? Effectivement. Ouais. Oui, ils sortiront pas un Avengers et Avatar en même temps. Non, c'est ça, c'est la même compagnie, alors on se tire pas dans le pied. Bon, mais il y a de la contre-programmation pour les autres. Et très intéressante comme contre-programmation, un petit film indépendant qui s'appelle Sorry Baby d'Eva Victor. Oui, on avait mentionné peut-être dernière semaine que c'était une sortie de type plateforme, donc depuis le 4 juillet, il est à l'affiche, mais
mais il gagne de plus en plus de marché. Et là, nous qui siégeons, notre siège social est à Québec. Fait qu'on vient de voir le film. Il est donc disponible à tous les marchés. Je pense pas quand même que c'est un film qui est sur tous les écrans, mais possible qu'il soit, disons, il est au plus large de sa sortie. Disponible en version anglaise ou avec sous-titres français sous le nom de Désolé bébé, mais il n'y a pas de version française comme telle. C'est le premier film, c'est du cinéma indépendant américain, le premier film de Eva Victor qui joue le rôle principal, a scénarisé et réalise le film. Alors, beaucoup de chapeaux là-dedans. On retrouve aussi Naomi Aki, là, qui est une actrice montante ou voire établie, là, qu'on a déjà vu cette année. Mickey 17 était dans Blink Twice, c'était elle qui jouait le rôle de Whitney Houston dans le biopic Wanna Dance with Somebody. Lucas Hedges, qu'on voit pas si souvent. Mais qui a un nom qu'on... Mais je pense qu'il a un peu, peut-être, lui aussi choisi cette voie-là. Peut-être qu'il fait beaucoup de théâtre, mais tu sais, du cinéma indépendant et qu'il n'a jamais mis son pied justement dans les Marvel et ces affaires-là. On ne sait jamais si c'est qu'il essaye et ça marche pas ou si c'est un choix. Là, fait que j'espère qu'il est heureux avec sa carrière. Eva Victor joue le rôle de Agnès et il est arrivé quelque chose de grave à Agnès, mais on ne sait pas exactement quoi. Mais surtout, la vie continue. Et surtout autour d'elle, fait qu'elle va... le film débute et elle reçoit son amie, jouée par Naomi Aki, Lydia, qui lui rend visite, puis on parle de ça, elle s'inquiète un peu d'elle et elle donne des nouvelles de sa vie, elle, qui est rendue à New York. On est en Nouvelle-Angleterre ici. Puis, en remontant un peu dans le temps, c'est un film qui se déroule sur à peu près 4 ans, qui remontant qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué l'année d'après, où est-ce qu'elle est rendue, puis évidemment le film va ouvrir par la suite où est-ce qu'elle s'en va. On va comprendre c'est quoi l'événement qui est arrivé, c'est quoi sa position par rapport à ça, comment est-ce qu'elle va essayer de retomber sur ses pieds avec tout ça. Je le décrirais plus comme un drame qu'une comédie dramatique, mais c'est pas non plus du mélodrame, puis larmoyant, puis des histoires extrêmement tristes et tout. Quand même un peu d'humour noir. Ouais, c'est ça, exactement. C'est aussi un film qui est davantage un film de dialogue, un film qui préfère parler ou expliquer plutôt que montrer, si on veut. Fait que mais ça va de pair avec les personnages qui sont tous issus du milieu littéraire. C'est ils ont étudié en littérature. Agnès est rendue enseignante en littérature, ou du moins elle essaye à temps partiel, elle essaie d'avoir un poste à temps plein dans l'université de ce petit village-là, cette petite ville-là un peu. Puis c'est pas à Boston, là. On est vraiment plus petit que ça en périphérie. Puis, fait que ça fait du monde qui sont très analytiques dans leur façon de raconter, puis qu'elle-même n'est pas si sûre de tout ce qui lui est arrivé, puis comment elle devrait se sentir. Est-ce que la manière qu'elle se sent est la bonne chose? Est-ce qu'elle devrait se sentir différemment par rapport à l'agression qu'elle a subie? T'sais? Ouais, donc moi, c'est vraiment une belle surprise, honnêtement. J'aime ça arriver, voir un film, ne sachant pas trop qu'est-ce que je vais voir. J'avais pas vu de bande-annonce et tout ça. J'avais qu'un petit buzz, je pense que c'était Sundance qui a été je pense projeté, que c'est là que, en fait, ouais. A24 ont acheté le film. C'est pas une production A24, c'est une distribution. Et non, fait que Eva Victor est vraiment une belle surprise. Elle écrit très bien, le scénario vraiment bien écrit, un dialogue super intéressant, personnage crédible. Belle réalisation aussi, il y a des belles touches narratives à certains moments. Puis c'est comme un beau choix de plan. Ouais, de la manière que c'est, une certaine pudeur, mais très doux là-dedans. Oui, puis rien n'est montré, souvent suggéré. Et elle est très bonne comédienne aussi. Très belle chimie avec Naomi Aki. Donc, si vous aimez ce genre-là, je le recommande fortement. C'est vraiment un beau film à dialogue. Un sujet d'actualité, on n'en dit pas plus, mais bien traité. Fait que moi, je pense que c'est le genre de film, le moins qu'on va dire, plus ça va être intéressant pour vous à découvrir. Ça rappelle un peu les premiers films de genre Greta Gerwig. Ouais, comme genre de... Greta Gerwig a souvent un personnage qui est plus volubile, mettons. Mais ce côté très indépendant, je sais, c'est Nouvelle-Angleterre, je sais pas. Ça a plus le chance d'être une gang de New York qu'une gang de LA, puis il y a ce sentiment-là de l'Est à côte-Est, mettons. Pas mal côte-Est, Nouvelle-Angleterre. Fait que ça se sent. C'est comme. Peut-être que ça veut rien dire de même, mais à force d'écouter beaucoup de films à mener, tu le sens qu'est-ce qui est plus Est-américain puis Ouest-américain, il y a une touche différente. Puis Gerwig, je pense qu'elle est plus du côté de New York. C'est sûr que
Californie? Oui, je pense que oui. OK, c'est plus ouest. Parce que je pensais que son mari, Baumbach, lui, est très new-yorkais. C'est ça, OK. Fait que je savais pas elle se plaçait où là-dedans. C'est pour ça que je l'ai associé, parce qu'ils ont fait tellement de films ensemble aussi et tout. Fait que... Bref, je suis pas un spécialiste de Greta Gerwig, là, mais... Et moi, j'ose prédire, probablement, je serais pas étonné d'une nomination aux Oscars comme scénario original. Écoute, c'est certain que ça va le faire au Independent Spirit Awards, mais est-ce que A24 va... combien ils vont sortir d'argent pour pousser les nominations pour les Oscars? Ça coûte cher à être aux Oscars et tout. C'est ça qui va déterminer si ça va marcher ou pas. Mais je pense qu'on va en entendre parler au moins dans Talk of the Town. Est-ce que ça va conclure en nomination? Ben, j'y souhaite. Je souhaite à tout le monde qui le mérite. Mais je pense que c'est vraiment la découverte d'un nouveau talent. Puis elle va vecteur. Je suis allé lire un peu, puis j'étais curieux. Elle a commencé sur Instagram à faire des petites vidéos, un peu ce genre d'humour-là. Je pense qu'elle aime un peu l'humour noir, un peu les malaises, des trucs comme ça. Et c'est le producteur Barry Jenkins qui a fait Moonlight, puis tout ça. Ben c'est lui qui produit le film. Oui, c'est ça. C'est un des producteurs qui a tout simplement liké, qui a commencé à la suivre sur Instagram. Et à un moment donné, il lui a écrit, il dit, si jamais tu écris un scénario de film, soumets-le-nous. Moi, je suis intéressé à te lire et tout ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Puis finalement, il a produit son premier scénario. C'est quand même assez fou comme histoire. Oui, puis ce qui est intéressant, tu vois, dans ce parallèle-là aussi, c'est sûr que, je veux dire, tous les films, à un moment donné, ils sont écrits puis ils sont réécrits. Mais comme il y a des personnages dans le film qui sont en train d'écrire des livres, parce que c'est un monde littéraire, ben ils sont souvent en train de dire « Ah, ben là, c'est mon premier jet, je veux pas que tu le lis, je veux pas ça. » Fait que je trouve ça drôle qu'il y a aussi ce parallèle-là de genre, t'as jamais écrit de film, mais si tu veux en écrire un, envoie-moi-le, puis on fera du back and forth, puis on travaillera ça, puis tout. Fait que c'est un peu méta, tout ça, là, une mise en abîme. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est ça, on en a parlé un peu, puis c'est... Des fois, on dit qu'un film, il y a des bons dialogues, des choses comme ça. Puis ce qui est bon là-dedans, dans celui-là, c'est pas juste la manière dont ils sont livrés puis exécutés, mais c'est pas un film qui est blanc ou noir, c'est un film qui est extrêmement gris. Au sens, même, en plus, c'est comme l'automne, puis il fait pas particulièrement ensoleillé et beau, mais c'est ça, c'est que les gens se remettent en question. Les gens se demandent si ils sont valides, si la manière qu'ils ressentent les choses, où ils sont dans leur vie, est-ce qu'ils sont mieux ou moins bons que les autres? Quand tu vois des gens qui achètent, tu sais, c'est pas au cœur de l'intrigue, mais tu as du monde qui connaît des gens qui achètent des maisons, tu es comme, ça te donne tout un petit sentiment de, moi, ma vie avance pas. Quand tes amis ont des enfants, tant que toute ta gang n'a pas, on dirait que ça va, on est tous sur le même pied d'égalité. Quand il y en a qui commencent à en avoir, mais là, on sent que ça crée une espèce de concurrence, puis t'es comme, mais dans le fond, j'en veux-tu ou j'en veux pas? Est-ce que je suis là où je voudrais être? Faut-tu que j'en aille pour pas le regretter plus tard? Parce que tous les gens qui sont plus vieux puis qui ont des enfants te disent, maintenant, tu vas en vouloir, puis c'est magnifique, puis blablabla, mais en même temps, il y a des gens qui divorcent, puis il y a des mauvais parents. Fait que qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Fait que il y a toutes ces notions-là qui sont un peu là parce que même si c'est pas le cœur du film, ça fait partie de son entourage puis d'où elle est. Le fait qu'elle est dans le même genre de... On comprend que c'est peut-être plus une maison qu'elle loue ou quelque chose comme ça depuis toutes ces années-là, alors que tout le monde autour d'elle gravit. Elle est un peu stagnée parce que elle va pas si bien que ça, tu sais. Mais c'est pas elle qui va le moins bien au monde. Puis la scène où à un moment donné, elle est choisie pour... c'est pas un gros spoiler, mais elle est choisie pour être faire part d'un jury. Oui. Puis, fait que là, c'est plus le processus de sélection, puis êtes-vous apte à être dans le jury? Fait que du monde se font écarter, puis tout. Puis c'est super beau, cette scène-là, comment c'est humain. C'est des gens qui, tu sais, à un moment donné, disent comme, ça, dis pas ça en public. Ce que j'ai écrit sur mon formulaire, c'était pas prévu que vous le lisiez à voix haute. Là. Faites pas ça, s'il vous plaît, sinon je vais vomir sur place. Là. Fait que ok, excuse. Puis c'est ça. Là. Des fois, il arrive des affaires d'un film qui sont complètement irréaliste parce que tu dis, voyons, la personne soit mettrait son pied sur terre, soit à terre, soit elle serait complètement paralysée. Fait que là, faut qu'elle agisse et non pas qu'elle soit cool. Les gens sont pas cool dans la vie tout le temps. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est des personnages... vraiment un film très... Oui. Si vous aimez le réalisme dans les films, de voir une situation très réelle, mais qui arrivera à quelqu'un que vous pouvez connaître, c'est ça, Sorry Moi, je trouve Baby. que c'est un film adulte, des conversations adultes. On prend pas le spectateur pour des imbéciles, des personnages complexes, riches. L'intrigue est simple en apparence, mais il y a tellement de petits degrés qui rend le scénario riche et les personnages intéressants.
Fait que Sorry Baby, ouais, très bon film. Très bon film. L'offrande française de la semaine, La réparation de Régis Varnier. Comme ça qu'on le dit? Je pense que c'est Varnier, oui. C'est un W qu'on prononce comme un V. Okay. Oui. Quand même un routier de cinéma, là, parce que lui avait fait à l'époque, quand même, avec Indochine, une femme française. Donc, dans les années 90, c'est un des gros réalisateurs français. 90, c'est ça. Puis là, il s'est fait plus discret dans les dernières années. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas tourné. OK. C'est un film, un genre de drame mystère. Je dirais pas un film d'enquête. Non, on n'est pas dans le thriller. Mais il se passe quelque chose qu'on va nous donner des petits morceaux de clés qui sera résolu à la fin du film. Vers la fin du film. On suit des gens dans un restaurant. Et ils sont sur le bord de peut-être ou pas obtenir leur 3e étoile Michelin. Et le chef, qui est joué par Clovis Cornillac, une bonne bouille qu'on a vue plusieurs fois cette année au cinéma, va disparaître quelques heures avant dans une partie de chasse. Lui et son second vont juste comme disparaître. Fait que là, sa fille, qui est donc l'héritière du restaurant, qui travaille elle aussi là, se retrouve devant genre, mon père, le chef, a disparu, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'elle va un peu quitter le monde de la restauration. Et son chum, parce que le second c'est et ça. son chum en plus, fait qu'elle exactement, qui est un peu en cachette, en fait. Et elle va comme sortir du milieu, puis 2 ans plus tard, recevoir une invitation un peu mystérieuse pour aller à Taïwan dans une espèce de compétition culinaire où il paraît qu'il y aurait un nouveau chef dont la cuisine ressemble étrangement à celle que son père était réputé pour. Ça fait du sens, cette phrase-là? Voilà. Fait que c'est ça, elle va se rendre là-bas. Et là, il y a aussi des guides, pas des guides, des critiques culinaires qui font aussi comme... C'est une forme d'enquête culinaire, mais très low pace parce que les gens partent pas à l'aventure avec une lampe de poche dans le bois. Là, non, c'est un film qui est quand même assez lent comme rythme, mais que moi, que je trouvais intriguant, honnêtement. Tout le long, je me demandais vers où ça va aller, comment ça va se résoudre. Donc, je trouve que cette petite tension-là, elle est bien maintenue, mais surtout aussi, c'est un très beau film, tant dans la campagne française, je ne sais pas où ils sont exactement, où ils ont son petit restaurant. Oui, qui est dans un moulin. Oui, et toutes les scènes aussi à Taipei, à Taïwan, c'est super intéressant. Et la bouffe est vraiment mise de l'avant aussi. Oui, par moment. C'est pas un film de compétition culinaire, même sur le bord d'avoir l'étoile Michelin de ces affaires-là, mais oui, quand on voit la brigade travailler, on voit beaucoup de la beaux haute plats gastronomie, aussi, les petites pinces en métal là, pour assembler les assiettes. Là. On voit plus les genres de 6 personnes qui assemblent les assiettes que vraiment ceux qui font les cuissons. Là. Donc, un film assez, somme toute intéressant. Julia de Nunez, qui joue le personnage principal, est très bonne aussi. C'est une actrice montante. Oui, tout à fait. Elle avait joué Brigitte Bardot dans une mini-série là, à la télé française. Julien de Saint-Jean aussi, qui joue son dans copain. Dans le Comte de Monte-Cristo. Oui, c'est ça, dans plusieurs films. Oui, c'est ça, je m'étais noté. Une espèce de odyssée gastronomique qui est un peu sur la prémisse. Parce que, comme dit, autant la cuisine est là, c'est pas une intrigue basée sur la cuisine, mais c'est un peu l'indice, je l'ai dit dans le synopsis, de est-ce qu'une signature culinaire peut être à ce point-là précise qu'on reconnaîtrait genre la cuisine de quelqu'un, l'élève, le maître, des choses comme ça. C'est un peu ça que, dès le départ, là, les gens vont se demander de genre hey, mais pourquoi ça ressemble? Mais en même temps, plein de gens peuvent faire ce type de cuisine-là. Oui, mais c'était vraiment lui le spécialiste. Oui, mais en même temps, il est disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec. C'est-tu lui? C'est-tu pas lui? Qu'est-ce qui se passe? Fait que bref. Donc oui, vraiment une prémisse originale, honnêtement. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec Régis Varnier. Donc, le papier, l'entretien devrait être en ligne dans les prochains jours. Assez intéressant parce que... il a quel âge, là? 77 de mémoire. Puis, c'est ça, en fait... Il travaillait déjà depuis plusieurs années un scénario sur le monde culinaire qui n'avait jamais abouti, n'était jamais très satisfait de sa recette. De sa recette, effectivement. Et il a vraiment assisté à une disparition mystérieuse dans son cercle d'amis. Des amis ont vécu ça. Une personne comme ça qui disparaît sans laisser de traces pendant plusieurs années.
Donc, c'est donner un peu l'étincelle de rattacher ça à son histoire dans le monde de la restauration, dans le monde culinaire. Fait que des fois, c'est comme ça. Fait que c'est assez intéressant. Donc, une belle discussion avec lui, honnêtement. C'est ça qui est, en repartant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de films à thématique culinaire des dernières années qui étaient reliés à des compétitions culinaires. Puis là, c'est pas ça. Parce que même quand il voyage, il dit à Taïwan, c'est peut-être même pas une compétition, c'est plus une foire, un showcase. C'est ça, une foire, puis des affaires comme ça. Fait qu'il n'y a pas de... tu sais, même dans... en plus, je me souviens qu'on a reparlé du film, on a cherché le titre, mais le film avec Florence Pugh puis Andrew Garfield, là, qu'elle est une chef cuisinière, là. Puis c'est encore ça, c'est comme, là, le cancer, elle le dit pas, elle fait une compétition culinaire quand même, puis c'est toujours faire la compétition, le timer, les pratiques, ces affaires-là. Là, il n'y a pas ça, c'est juste un restaurant gastronomique, comment il faut être tight en cuisine, puis surtout le mystère autour de sa famille. C'est ça. Ouais, avec Fanny, là, qui vient de quitter les écrans. Il y a Secret Kéops, qui, comme lui, c'est à l'inverse. Secret Kéops, c'est des clés puis des cadenas, puis on avance, mais il n'y a pas de grande révélation qui nous fait revirer de bord, alors que là, c'est l'inverse. On est moins dans détective amateur, mais il y a un gros... Finalement, qui c'est qui se passe? Il est où? Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que c'est plus ça qui va nous surprendre. Voilà, puis c'est tout. Les sorties limitées sont vraiment trop limitées. Puis écoute, si on veut réussir à être sous la barre de l'heure... la semaine prochaine, le mercredi, dans certains cinémas, le 30 juillet, sort Together, Inséparable. Écoute, il y a une cote de 100% sur Rotten Tomatoes. Qui a l'air d'un très étrange film d'horreur de chez Neon. Donc, on en parle la semaine prochaine, mais il y a aussi, je pense que ça va être bien attendu, The Bad Guys 2, Les Méchants 2, un film d'animation. On en reparlera la semaine prochaine. Drôle d'été là, pour les sorties de films d'animation. Mais je pense qu'il va être couru. C'est juste qu'il arrive après les fameuses vacances de la construction pour le Québec. Fait qu'à quoi pensent les Américains? Ils pensent pas assez au Québec. Ouais, mais je me demande pas si le premier était sorti au mois d'août. Non, il était sorti en avril. En avril, OK. Il reviendra. Puis c'est le classique de sortir ton film pas l'été ou pas à Noël, avoir un succès surprise, puis dire le deuxième, en plein dans la grosse période, on s'en va dans une grosse ligue. Puis, bref. Aussi, des Hit or Miss, The Naked Gun, L'Agent fait la farce, sort la semaine prochaine. Est-ce que Liam Neeson a on sait qu'il s'est donné des claques, mais sait-il nous claquer sur les cuisses? J'aurais dû préparer cette affaire-là avant de l'improviser. Voilà. Alors ça et bien plus la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous par courriel balado au singulier à commercial-monciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. J'allais dire, je pense que vous pouvez nous écrire sur Instagram aussi. Il faudrait que je vérifie, m'assurer qu'on reçoit bien je reçois bien les messages. Bref, procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné avec Anne-Élisabeth Bossé en couverture, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour consulter les textes supplémentaires, vu que les entrevues et les sorties de films ne cessent jamais, tout n'est pas dans le magazine. Il y a plus sur le site web, dont ton papier avec Régis Varnier, qui s'en vient d'une minute à l'autre. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais vous devez tuer une souris que votre chat ramène à la maison, assurez-vous d'avoir un beau voisin ou une belle voisine célibataire. Ça pourrait être très utile. Oui, pour les problèmes émotifs.